Excellent, OK. Ça marche maintenant? Merci, Monsieur le Président, et merci, Madame Tintin-Simon, pour votre présentation. Excellent, super. Euh, euh, donc, je comprends, je pense que vous avez commencé l'évaluation des risques sur la péninsule acadienne maintenant. C'est vrai? Oui, l'évaluation des risques d'inondation et d'érosion ont commencé déjà depuis 2011-2012. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait de manière graduelle pour pouvoir couvrir toute la péninsule. Donc, en collaboration avec la Commission des services régionaux, puis un organisme à but non lucratif, à but lucratif qui est Géomédiatique, c'est Réginor. Avez-vous reçu les fonds provinciaux afin de lancer l'évaluation des risques? Oui, définitivement. Depuis le début de l'initiative du projet Adaptation PA, on a toujours eu le soutien des fonds fiducie pour l'environnement pour accompagner les communautés face à ces risques. Et l'évaluation des risques, c'est juste une étude sur les questions d'inondation et érosion ou des autres choses aussi? Pour la péninsule, ça a été spécifique pour l'érosion et l'inondation. Parce que c'est vraiment les deux gros enjeux qui vont frapper la péninsule. Oui, je le comprends, mais OK, d'accord, j'avais une question sur la question de la conséquence de changement climatique sur les pêches, l'agriculture sur la côte, sur la mer, proche de la péninsule acadienne. Est-ce qu'il y avait des impacts maintenant sur les pêches ou l'agriculture et à l'avenir? Alors, on n'a rien noté pour l'instant. On a commencé notre initiative seulement depuis le printemps dernier. Donc, on est en train de collecter l'information auprès des producteurs aquacoles et des pêcheurs pour savoir quel type d'impact ils ont pu recenser. Donc, on est juste au début du processus, là. OK. Et les autres étapes dans votre projet d'adaptation, je pense que vous avez présenté cinq étapes? Oui. OK, c'est juste pour un petit résumé. Premièrement, l'évaluation des risques. J'avais un problème avec votre présentation au début de présentation graphique. Donc, est-ce qu'il est possible de faire un petit résumé des 4 étapes? Oui. Oui. Donc, la première étape, c'est l'évaluation des risques d'inondation et d'érosion qu'on fait. La deuxième étape, c'est attendez, je vais juste revenir sur la diapositive. Oui, c'est super, merci beaucoup. Vas-y, allez-y, remontez. Je pense que c'est la diapositive. Un peu plus haut encore. Encore, s'il vous plaît, encore. Là, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, la première, c'est l'étape préparatoire qui va servir justement à l'analyse des risques d'érosion et d'inondation. L'étape qui suit, c'est de faire des priorités et puis des stratégies potentielles. Donc, on présente la carte d'érosion, de risque d'érosion et d'inondation. À la suite de ça, le groupe de travail, donc c'est un groupe de travail, on va demander à la municipalité de choisir des gens dans la communauté, des résidents, qui peuvent représenter toute la communauté. Donc, ils vont former le groupe de travail. On parle d'à peu près 5 à 6 personnes. C'est rare que ça atteigne 10 personnes, mais c'est des personnes qui sont bénévoles. On va se réunir à peu près 5 fois dans l'année. On va leur présenter les risques. Ils vont choisir des scénarios pour l'adaptation, leur présenter différentes recommandations. Par exemple, on va dire, sur telle zone, on a un gros risque d'érosion ou d'inondation, on vous préconise de ne plus construire là, mais il se trouve que c'est une zone touristique, que les gens aiment venir, etc. Donc, c'est à eux, au final, de choisir quel type d'adaptation ils veulent préconiser. L'étape 2, selon les différents scénarios, c'est de voir s'il y a besoin de faire une analyse coût-avantage, surtout quand ça concerne des infrastructures, rehausser le niveau habitable. Ça nécessite beaucoup de coûts, surtout si c'est des infrastructures municipales.
Donc, certains vont faire l'étape 2, qui est la phase d'évaluation par rapport à leurs différents choix. On a l'étape 3, qui est la rédaction du plan. Donc, pour toutes les étapes précédentes, le travail se fait spécifiquement avec le groupe de travail, les conseillers municipaux, la municipalité. Mais arrivé à l'étape 3, là, on va inclure tous les résidents de la municipalité à travers les consultations publiques. Donc, c'est pour ça tout à l'heure, je disais que l'inclusion communautaire, c'est la clé. C'est vraiment la clé pour le plan d'adaptation parce que la municipalité n'a aucun intérêt à mettre en place des actions ou des mesures qui vont être rejetées par la population. Donc, on fait des consultations publiques, on s'assure que le message est bien compris, on s'assure que les gens ont compris quels sont les risques d'érosion, quels sont les risques d'inondation, quelles sont les mesures préconisées, quel impact ça peut avoir si ces mesures ne sont pas adoptées. Puis là, il y a un échange qui se fait. C'est pas tout le monde qui est d'accord, les gens donnent leur rétroaction, on donne leurs points. On note tout ça. Nous, en tant que Valores, on n'est ni juge ni partie. On prend l'information, puis on retourne à la table de dessin avec le groupe de travail. Les membres du groupe de travail sont toujours présents aux consultations publiques, mais ne sont pas acteurs de la consultation publique. C'est-à-dire qu'ils, entre guillemets, ils gardent le silence, puis ils laissent les autres parler, ils écoutent. Donc, on retourne à la table de dessin, puis c'est notre rôle de prendre en compte tout ce qui a été énoncé lors des consultations publiques. À la suite de ça, on rédige le plan d'adaptation au changement climatique. Si vraiment il y avait beaucoup de controverses, de gens qui n'étaient pas d'accord, des fois on va faire une deuxième consultation publique juste pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et que la population accepte les mesures qui ont été préconisées. Puis une fois que tout ça c'est fait, on rédige le plan. La municipalité a un exemplaire du plan, un autre exemplaire est fourni au secrétariat au changement climatique à la province. Donc tout le monde a le plan. Puis l'étape 4, c'est l'étape de réalisation, donc de mise en œuvre du plan. Ça peut être des actions sur la sensibilisation, la communication, informer, au niveau de l'érosion, par exemple, informer les gens qu'il ne faut pas, par exemple, tondre son gazon jusqu'à la limite de la côte. C'est juste des petits exemples que je donne. C'est vraiment au cas par cas parce que chaque municipalité a un plan différent puisqu'on fait des plans sur mesure. Mais l'étape 4, c'est ça, c'est la mise en œuvre, puis on va suivre l'efficacité des actions qui ont été mises en œuvre, voir s'il y a besoin de mettre à jour le plan d'adaptation parce que peut-être qu'il y a des mesures qu'on a préconisées qui ne fonctionnerait peut-être plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a le petit cercle, c'est quelque chose qui se fait de manière continuelle pour être le plus à jour possible pour les communautés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il existe des enjeux spécifiques pour les îles acadiennes? Ce sont les mêmes enjeux, érosion, inondation, oui. OK. Pas de différence entre les îles et le reste de la péninsule? C'est sûr que les villes ou les municipalités qui sont dans les terres vont avoir d'autres sortes de défis. C'est plus ça. Ceux qui sont dans les terres, qui sont moins au niveau côtier, si je prends par exemple la Paquetteville, par exemple, qui est plus dans les terres, ou bien Bertrand a une zone côtière, mais eux, ils vont avoir d'autres défis, comme par exemple l'inondation dans les terres, qui est un peu différent de l'inondation liée au niveau côtier ou la submersion. Donc, c'est des enjeux un peu différents. On peut avoir de l'infiltration d'eau salée, mais c'est plus au niveau côtier. Mais ça reste que tout ça, c'est lié à l'érosion et l'inondation. Oui, parce que quand je pense de l'île de Miscou, il y avait, je pense, un grand risque d'inondation au cause de la nature, de sorte de terrain qui existe là. Ouais. Parce que Miscou, c'est majoritairement une terre humide. C'est ça. Oui. C'est ça. Intéressant. Votre institut, c'est très important pour la péninsule acadienne, mais aussi également pour le Nouveau-Brunswick. Donc, je suis très impressionnant avec le travail, votre travail, le travail de votre collègue. Juste une question finalement sur l'enjeu encore de la pêche. Est-ce qu'il y avait des experts, un chercheur qui maintenant fait la recherche sur l'impact du changement climatique pour la pêche ou l'agriculture à l'avenir? On participe à des initiatives
où on collabore avec le MPO puis différents organismes pour regarder, par exemple, au niveau de la pêche au crabe, au niveau de la pêche au homard, quel type d'impact les changements climatiques peuvent avoir, mais pas nécessairement liés à l'érosion ou l'inondation. On parle de la hausse de la température, la salinité, l'oxygène, etc. Donc, c'est des initiatives qui ont commencé en 2021. Oui, parce que c'est clair maintenant, il y a bien... Thank you very much, Mr. Kuhn. Merci beaucoup, madame.